En République démocratique du Congo, il est connu depuis un certain temps pour ses procédures judiciaires très médiatisées. Son dernier coup d'éclat, une plainte déposée à la Cour pénale internationale contre le président Félix Tshisekedi. Que lui reproche-t-il? Quelles sont les chances de l'aboutissement de cette nouvelle procédure judiciaire? Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue. Merci de nous rejoindre pour ce nouveau numéro de notre émission Débattons. Notre invité de ce soir, Maître Bernard Menguin. Je vais bien prononcer votre nom, j'espère. Vous ne me trompez pas, Maître, Menguin. Bonsoir. Bonsoir. Bienvenue. Merci d'accepter mon invitation. Avec plaisir. Vous êtes avocat au barreau de Bruxelles depuis près de 40 ans et avocat à la Cour pénale internationale. Mais ces derniers temps, vous faites beaucoup parler de vous en République démocratique du Congo. Simple hasard, coïncidence ou plutôt un véritable love pour ce pays? Vous savez qu'on me prend toujours pour quelqu'un qui ne jure que par le Rwanda. Ah bon? Eh bien, on ignore peut-être que dès le début des années 2000, j'étais à Kinshasa. Et j'ai travaillé là avec un avocat qui maintenant, paix à son âme, est décédé, mais qui était un homme charmant qui s'appelait Placide Yoko Yakembe, qui était une personnalité très connue à Kinshasa. Et depuis le début des années 2000 jusqu'à ce jour, j'ai toujours eu un certain nombre de dossiers qui étaient liés à la République démocratique du Congo. La caractéristique de mon existence en Afrique, c'est que, alors que j'ai une formation et une activité plutôt d'avocat d'entreprise en Europe, mes amis africains m'ont harponné et m'ont réquisitionné pour leur combat. Et donc, toute mon histoire et toute ma vie est liée intimement à un certain nombre d'engagements. Des Africains, mais congolais. Congolais, burundais, rwandais, au Gabon. Donc, ne sous-estimez pas l'amplitude de mon engagement. Là, je viens d'être en entretien avec une situation difficile au Cameroun. Mais fondamentalement, je dirais presque mon berceau intellectuel, humain, le terreau dans lequel j'ai nourri tout mon amour de l'Afrique et tout, comment dirais-je, tous mes liens, surtout avec les gens qui veulent la dignité de l'Afrique et qui veulent que l'Afrique reçoive toute sa place dans la société de demain, c'est évidemment la région des Grands Lacs, au sens le plus large du mot. Là, nous comprenons directement votre amour avec nos voisins. Voilà, exactement. Merci beaucoup, Maître. Nous parlons ce soir de cette plainte déposée contre Félix Tshisekedi à la Cour pénale internationale. Pourquoi avoir choisi de saisir directement la Cour pénale internationale plutôt que les juridictions congolaises? Estimez-vous que la justice congolaise n'offre pas le garantie nécessaire pour traiter ce type d'affaires? Je vais répondre à votre question, mais est-ce que vous m'autorisez un petit détour préalable? Bien sûr, allez-y. Mon détour est le suivant. Qui porte cette plainte? Ce n'est pas Bernard Menguin. Ceux qui portent cette plainte, ce sont des hommes et des femmes du Katanga, engagés dans le mouvement syndical, engagés dans les organisations de la société civile, des intellectuels du Katanga qui sont venus me voir, qui l'ont fait pas seuls, ils l'ont fait avec des avocats, avec un avocat qui a eu le courage de dire « moi j'accepte de prendre la parole publiquement », qui est Hervé Diakiese. Et c'est ensemble que nous avons analysé les éléments de fait et que nous sommes arrivés à la conclusion
que le dernier recours, c'était d'aller à la Cour pénale internationale. Pourquoi le dernier recours? Parce que toutes les plaintes, depuis de nombreuses années, qui sont déposées devant les cours et tribunaux en République démocratique du Congo, sont des plaintes qui n'aboutissent pas ou qui aboutissent à des semblants de procédures qui créent des alibis pour la justice. Et donc nous avons constaté que dans le domaine qui est le nôtre, c'est-à-dire celui des crimes contre l'humanité, on va y revenir, comme il n'y a pas de possibilité d'obtenir justice en RDC, le dernier lieu de recours, c'est la Cour pénale internationale. Cour pénale internationale, comme l'a dit un haut responsable katangais, qui fait partie de l'ordre juridique congolais. Certains pays n'adhèrent pas au statut de Rome, mais le Congo y a adhéré. Et donc, si les cours et tribunaux ne vont pas de l'avant pour des crimes qui relèvent du champ d'application du traité de Rome, on peut saisir la Cour pénale. C'est ce que nous avons fait. C'est ce que vous avez fait, Maître Bernard. La Cour, la CPI, n'est compétente pour des crimes plus graves comme des génocides, des crimes contre l'humanité. Mais sur quel fond juridique considérez-vous que le fait d'énoncer relève de cette compétence? Eh bien, dans le cadre du dossier que nous avons amené à la CPI et qui est spécifique, nous avons constaté avec Maître Diakité que on se trouve face à une répression systématique des opposants à la politique gouvernementale quinoise, d'opposants qui revendiquent un certain nombre de choses, c'est leur liberté politique qui est garantie par l'ordre juridique congolais, et qui sont réprimés, et réprimés dans le sang. Nous avons repéré plus de 2000 victimes civiles de cette répression ces dernières années. Nous avons repéré des actes de torture, nous avons repéré des enlèvements, nous avons repéré des emprisonnements sans qu'il y ait la moindre défense, des mises au secret pour lesquelles les avocats ne peuvent plus rendre visite à leurs clients, les familles ne peuvent plus se présenter. Et tous ces actes ont un point commun, ils visent une communauté, la communauté katangaise, et un élément, un facteur qui a déjà été reconnu dans d'autres dossiers par la jurisprudence de la CPI comme un critère discriminant qui peut être retenu, c'est-à-dire le fait d'être en opposition avec une action gouvernementale. L'action gouvernementale n'autorise pas une répression dans le sang des personnes qui ont une autre option pour l'avenir du pays. Et c'est ça qui est en jeu dans ce dossier. Mais comment dites-vous que c'est seulement la communauté katangaise, parce qu'il y a aussi le Mobondo qui crée aussi des désordres, si nous pouvons le dire ainsi. À l'est du Congo, ça ne cesse pas. On voit que le gouvernement aussi est absent. Comment dites-vous seulement que c'est seulement la communauté katangaise est visée? Pour cette plainte-là, en réalité, nous sommes d'avis avec Hervé qu'il y a d'autres situations objectives où également le gouvernement mène des actions qui relèvent des crimes contre l'humanité et qui justifient la saisine de la Cour pénale internationale. Permettez-moi de vous donner deux exemples. Allez-y. Vous connaissez les bombardements qui sont intervenus récemment à Minembwe. Oui, oui. Donc nous étions dans une situation de cessez-le-feu. Il y a des bombardements qui sont passés. Je peux vous dire que pour l'instant, nous avons dans notre collectif des équipes qui sont présentes sur terrain et qui sont en train de recueillir preuves et témoignages parce que nous allons
introduire une nouvelle plainte à la Cour pénale internationale. Nous allons parler de ça parce que nous allons aussi parler de ce dossier, Mme Moulengue. Mais maître, laisse-moi revenir sur ça parce que les autorités congolaises et plusieurs observateurs évoquent davantage des abus ou des bavures commis par certains éléments de sécurité, de forces de sécurité. Et pour eux, ce n'est pas de crimes internationaux. En quoi votre analyse différence-t-elle avec leur... Est-ce que vous ne pensez pas que finalement, dans ce genre de situation, on arrive assez aisément à trouver des boucs émissaires par rapport aux crimes qui sont commis? Nous avions au début l'idée que c'était peut-être une bavure isolée. Mais et surtout que nous avons ces phénomènes Koulouna, par-ci... des moments de bavure qui peuvent survenir. Mais à partir du moment où depuis pratiquement 2020-2021 jusqu'à aujourd'hui, on a lancé des alertes, on a soulevé la question, je prends le problème du Katanga, de la présence de la garde républicaine, qui est une garde présidentielle, qui a pour mission essentielle de veiller aux seuls intérêts de la présidence, et quand je dis aux intérêts, dans le respect de la loi, de la présidence, et qu'elle se retrouve impliquée dans une série d'opérations de prédation avec des actes de répression de population qui s'opposent à ça. Et je pense au sacrifice de nombreux artisans qui ont souffert de cette situation, que les alertes sont venues. Qu'est-ce que nous devons en conclure, nous? Est-ce que nous pouvons nous contenter de dire « Ah ben non, tout compte fait, au sommet de l'État, on ne savait rien ». Si vous avez des dizaines, et quand je dis dizaines, non, c'est des centaines de personnes qui sont arrêtées, mises au secret, qui peuvent être dans des conditions de détention atroces, que l'on avertit l'autorité politique, que l'on lance des messages d'alerte, que l'on prévient la communauté internationale et qu'en réalité, rien ne se passe. Nous, la conclusion que nous en tirons, c'est que le sommet de l'État assume la responsabilité de ce qui se passe. Je pense que la critique que vous évoquez pouvait avoir un sens en 2020, 2021, 2022. Mais nous sommes en 2026. Ça veut dire qu'il y a 7 ans que ces faits se produisent. Et il y a 7 ans que rien ne bouge. Ben, je pense qu'il est temps que les gens prennent la mesure des responsabilités qui sont les leurs et qu'aujourd'hui, au sommet de l'État congolais, on ne peut pas nier une responsabilité alors qu'il y a eu tous les lanceurs d'alerte qui ont agi pendant des années et que ces lancements d'alerte n'ont jamais été entendus. Donc vous avez catégoriquement rejeté la thèse du gouvernement qui dit que ce sont de bavures policières ou de bavures commises par les éléments de la sécurité. Elles ont vachement bon dos. Elles ont vachement bon dos, les bavures. Parce qu'effectivement, 7 ans de bavures, des centaines de personnes dans les prisons. Combien de fois j'ai proposé d'aller à Ndolo pour voir les gens qui sont emprisonnés. Et qui est venu et m'a dit, mais Maître Maguin, venez rencontrer vos clients, organisez leur défense, nous vous accueillons, nous vous sécurisons. J'ai même pris contact avec le département des Affaires étrangères en Belgique pour demander d'être soutenu pour aller sur place. Personne n'a répondu. Et alors aujourd'hui, ceux-là même, et je peux vous prendre aussi la situation avec M. Louboya en Ituri, qui est tout aussi grave, puisque vous citez plusieurs cas, il y a Minembwe, il y a l'Ituri, il y a le Katanga. Comment se fait-il que l'on soit à ce point sourd aux cris des gens? Et ce n'est pas... Est-ce que c'est tellement demandé que de dire simplement... si quelqu'un est emprisonné sans avoir accès à ses avocats, sans avoir accès à une famille, qu'il est mis au secret, nous nous demandons simplement de pouvoir le rencontrer et d'organiser une défense dans le respect de l'état de droit. Est-ce que ça a été fait une seule fois? Je peux vous donner plein d'exemples.
Vous venez de parler de vos clients qui sont à la prison d'Indolo, Ifisno et Secret. Combien de clients que vous avez à la prison d'Indolo et qui sont-ils? Ce sont tous originaires du Katanga? Nous avons, dans la plainte que nous avons déposée à la CPI, remis la liste des détenus katangais dont on n'a pas dont on n'a pas de nouvelles et pour lesquels on pense qu'il y a arrestation arbitraire ou emprisonnement sans organisation de défense, où il n'y a pas de procès. Ils étaient à peu près de combien sur la liste? Plusieurs centaines. Plusieurs centaines. Et vous avez la même chose pour les Banyamulenge. Exact. Donc les gens soi-disant rwandais, mais qui sont en fait des Congolais, qui sont soupçonnés de sympathie vis-à-vis de l'ennemi, qui ont été arrêtés, qui sont dans des situations dramatiques. Et donc on est là avec une situation... Moi, je ne comprends pas qu'à la tête d'un État, on n'ait pas des gens qui aient dit à un moment donné, on va rénover les prisons, on va travailler à la qualité de la détention et travailler à la qualité de la défense. Je vais vous raconter une histoire. Nelson Mandela, un jour, a rendu visite à M. Buyoya au Burundi. Et lors de sa visite, il a exigé de se rendre dans la prison où se trouvaient les détenus du régime burundais. Quand il a terminé son voyage, il a donné une conférence de presse et devant le président Buyoya, il a dit « Est-ce que vous savez avec qui vous parlez ? Vous parlez avec quelqu'un qui est resté plus de 30 ans en prison. La dignité d'un pays passe par la dignité des prisonniers. Une civilisation se construit sur la façon avec laquelle elle gère la question de la justice et du rapport aux personnes emprisonnées. Est-ce qu'un seul instant ce problème a été une préoccupation, alors qu'il y a eu tellement de promesses sur l'appareil de justice qui ont été formulées. Et je ne fais pas de politique parce que ça ne m'intéresse pas, mais sur le plan strictement juridique, comment peut-on accepter une situation pareille? Et c'est vrai que nous, avocats, quand j'ai découvert que M. Ndewel avait la nationalité belge et qu'il n'échappait pas à sa responsabilité pénale en Belgique, j'ai recommandé à un certain nombre de personnes victimes du système, dès lors que la responsabilité de M. Ndewel pouvait être engagée, de dénoncer les faits aux autorités judiciaires belges. Et il y a même l'un ou l'autre dossier, je ne citerai pas de nom, qui sont à l'instruction de ce chef. Donc Ndewel a encore d'autres dossiers ici en Belgique qui lui attendent? Oui. Oh, ok. Maître, lors de votre dernière conférence de presse, press conference, vous avez déclaré avoir été victime d'une tentative de déstabilisation après le dépôt de votre plainte. Qu'est-ce qui s'est-il passé concrètement? Nous voulons savoir qui sont, selon vous, seraient à l'origine de cette pression. Non, je pense que dans la première plainte qui a été déposée, lorsque nous avons déposé notre première plainte, vous avez vu qu'il y a eu une énorme campagne médiatique qui a tourné pour dire, au fond, c'est Kagame qui pilote Bernard Maingain. Et lorsque cette accusation a été faite, elle a fait l'objet d'une campagne considérable sur les réseaux sociaux, ce qu'on appelle l'armée numérique. Ce que l'on ne s'est pas rendu compte, je pense, c'est que moi, ce qui m'a fort frappé avec mes amis, mes clients katangais, c'est qu'ils m'ont dit, de toute façon, Bernard, ne t'inquiète pas, parce que les gens qui disent ça,
Ils jouent l'homme et pas le ballon. Ce qui est attendu d'eux, c'est qu'ils répondent sur les accusations que nous, Katangais, nous avons formulées en utilisant l'instrument qu'est l'avocat Bernard Mainguin, mais les accusations qui sont formulées concernant ce qui se passe comme prédation au Katanga, c'est nous qui les portons. Et vous savez, cette prédation porte sur des milliards. Et je me souviens que le résultat immédiat a été que les personnes qui ont été impliquées dans la communication de ces informations m'ont demandé de pouvoir garder au maximum l'anonymat, de ne pas apparaître. Et donc, j'ai essayé de respecter tout cela. Et c'est vrai que nous avons eu un contact avec la police judiciaire par la suite. Et vous avez vu qu'effectivement, il y a eu une série de démarches entreprises, dont notamment des journalistes qui ont été mis sous pression. Mais comme je l'ai toujours dit, le vrai danger, je vais vous dire les choses comme je le pense, les menaces. Okay. Je m'en fous. Okay. Que les choses soient claires. Je m'en fous complètement. Je vis avec les menaces. Je l'ai vécu avec d'autres dossiers. Et qui vous menacent, ce sont souvent, ça vient du gouvernement Les menaces sont des choses qui sont, comment dirais-je, dans le non-dit. C'est des appels téléphoniques où on vous dit il faut quand même que tu te méfies, etc. Mais après la fameuse plainte, j'ai même reçu des mails que j'ai communiqué d'ailleurs au procureur, où on a dit qu'on allait me traîner dans les rues, mon cadavre. Ah bon? Mais je vous dis tout de suite, je m'en fiche complètement. Je n'ai jamais fait état, et ça ne m'intéresse pas de faire état de ça, parce que ça nous écarte de la seule question importante. La seule question importante, c'est les menaces qui pèsent sur la vie et la sécurité des gens suffisamment courageux à Kinshasa, à Kolwezi, à Lubumbashi, à Bunia, à Beni, et qui osent dire des choses vraies et me les transmettre. Et ces gens-là sont, eux, en 100 fois plus grand danger que les quelques bouts de papier qu'on m'envoie en croyant m'impressionner. I'm really sorry. Est-ce que ces gens-là, vos témoins, ils ont déjà parlé aussi d'être victimes des intimidations? Ah ben, écoutez, si vous avez des gens qui vous parlent et qui vous disent de grâce, ne citez pas mon nom, ne produisez pas mon nom, je ne veux même pas apparaître dans une procédure judiciaire parce qu'on ne sait jamais comment ça va tomber. Parce qu'ils ont peur de la répression. C'est parce qu'ils ont peur de la répression. Et vous savez, à partir du moment où on joue des milliards, on ne joue pas... L'enjeu du Katanga est un enjeu de niveau pratiquement mondial. Exact. Et ce qui est terrible dans cet enjeu, c'est que face à cet enjeu apparemment géopolitique, vous avez quoi? Vous avez d'un côté des puissances qui manifestent de l'intérêt, vous avez de l'autre côté une série excusez-moi l'expression, de brigands de grand chemin qui s'acoquinent avec le pouvoir pour faire les opérations de rapine au préjudice des richesses katangaises. Et puis vous avez enfin une population qui voit tout ça défiler sous ses yeux et qui se dit « mais quand est-ce que cette province peut à un moment donné... » en profiter de ces richesses. Et quand je dis profiter, c'est même pas profiter égoïstement. C'est simplement créer des conditions d'exploitation des activités qui sont là, qui permettent d'avoir des retombées sociales, humaines, écologiques, qui permettent que des gens qui sont plutôt dans la pauvreté puissent à un moment donné entrer dans un cercle vertueux d'amélioration de leurs conditions. Exact. Et derrière ça, je vous ai dit au début de notre conversation que j'ai vraiment appris
le mot panafricain. Parce que derrière ça, qu'est-ce qui se joue? Il se joue aussi la dignité de l'Afrique. Exact. Une Afrique qui n'est pas au Conseil de sécurité avec un siège permanent. Aujourd'hui, avec un siège permanent, je ne parle pas de la représentation. Une Afrique qui peine à se structurer, etc. Mais donc l'enjeu, à un moment donné, c'est effectivement qu'on crée un mouvement irréversible où on structure des appareils d'État qui se font respecter sur la scène internationale, qui organisent un certain nombre de votes ensemble pour préserver des intérêts fondateurs, et derrière ça, le respect de l'état de droit auquel chaque citoyen dans un pays du continent africain a fondamentalement le droit. La procédure que vous venez de lancer, maître, auprès de la CPI contre le président Félix Tshisekedi intervient après une autre plainte que vous avez déposée ici en Belgique contre certains membres de sa famille. Certains qualifient ces multiples procédures contre le président Félix Tshisekedi et le membre de sa famille d'un véritable acharnement. Que répondez-vous? Je réponds que c'est le droit. Vous savez, est-ce que vous avez regardé, pour les dernières plaintes, le nombre de personnes qui étaient membres de l'UDPS qui se sont jointes à la plainte? Est-ce que ces gens-là, quand M. Tshisekedi est arrivé au pouvoir, n'avaient pas une autre espérance? Est-ce que vous pensez que au moment où les événements se sont produits, les choses sont déployées, vous pensez que moi j'étais là en me disant « Ah, Tshisekedi c'est vraiment mauvais, point à la ligne ». Non, je ne juge pas des hommes. J'ai eu des gens qui, comme amis, comme ennemis, qui, au niveau juridique, s'entend en fonction d'un seul paramètre. Mon vrai paramètre d'homme, de droit, c'est le respect de la loi. Si vous savez l'affaire du Katanga, moi je ne connaissais pas bien le Katanga. Je n'étais pas. Vous avez déjà été au Katanga? J'ai été il y a de nombreuses années, à l'époque où M. Moïse Katumbi était gouverneur, et je ne le connaissais pas, donc ce n'est même pas, il n'y a pas de lien avec ce monsieur. Mais c'était une époque où j'avais été avec des dirigeants d'entreprises belges sur place. J'ai aussi été invité là-bas par un homme d'affaires congolais. Mais pour le surplus, je n'ai pas eu de lien, puisque ma terre naturelle, c'est la région des Grands Lacs. Par contre, ce qui m'a frappé, c'est que quand j'ai rencontré ces militants syndicaux, et qu'ils m'ont raconté le récit de ce qu'ils vivaient, je suis tombé de ma chaise. Puis j'ai commencé à vérifier si les faits étaient établis ou pas établis. Et j'ai vu des centaines de pages, des centaines de documents, des pièces à conviction. Et donc je ne pouvais que leur dire à un moment donné, il faut porter les faits entre les mains d'une autorité de justice, à charge pour elle, et c'est important, d'instruire à charge ou à décharge. Vous savez, un bon fonctionnement judiciaire, quand vous saisissez un organe de justice, il n'est pas là pour vous donner gain de cause les yeux fermés, il est là pour instruire. Mais je reviens au problème du Katanga. Quand on dit pour instruire, est-ce que vous avez pensé aux difficultés d'instruire dans un pays où l'appareil d'État ne coopère pas? Parce que ça, c'est un des enjeux du dossier katangais. C'est la non-coopération. J'ai toujours dit, et je le dis encore ici devant vous, c'est que si on nous permet d'amener les enquêteurs à Kolwezi sur les sites miniers, je vous dis qu'il y a des centaines de personnes témoins de la prédation et témoins des actes que nous reprochons et pour lesquels nous avons porté les faits
entre les mains des autorités judiciaires. Et le cours de la justice est lent. J'espère qu'un jour, ces enquêteurs pourront librement circuler, qu'ils bénéficieront de l'appui d'autorités de police et d'autorités militaires au Katanga et qu'ils pourront découvrir toute la vérité de ce qui s'est passé. The working condition about ce minier-là, le travailleur dans le mine, a toujours été comme ça avant que l'arrivée du président Félix Tshisekedi au pouvoir, ou soit ça s'est détérioré? Alors, le récit que j'ai reçu, c'est que cette situation des travailleurs s'est progressivement détériorée avant l'arrivée de M. Tshisekedi déjà, mais beaucoup moins. Donc il y a eu une détérioration sous le régime antérieur, mais beaucoup moins que ce qui s'est passé avec l'arrivée de M. Tshisekedi. Et avec l'arrivée de M. Tshisekedi, parce que vous savez, la caractéristique du Katanga, et c'est très important de bien le comprendre, c'est une société de travailleurs. Exactement. Qui a une organisation sociale liée au monde du travail. Ce n'est pas une société de pauvres qu'on utilise avec une main-d'œuvre qu'on utilise à son gré. C'est une société de travailleurs organisée collectivement. Historiquement, elle bénéficiait de conventions collectives, de délégations syndicales, d'une protection sociale. Eh bien, ce qui est en train d'être détricoté à une vitesse VV', actuellement, c'est tout cela. Et ça, c'est à la faveur d'opérations de prédation. Parce que les complices de ces actes de prédation, on les trouve chez certains opérateurs économiques chinois, chez certains opérateurs économiques libanais, chez certains Belgo-Congolais liés au régime, et donc on arrive à une détérioration globale du système. Vous avez déclaré vouloir, je cite, encercler les êtres malfaisants autour du pouvoir. Cette démarche révèle-t-elle uniquement de votre mission d'avocat ou traduit-elle un engagement plus politique comme Maître Menga? Non. Vous avez la passion du politique et moi j'ai la passion du judiciaire. Okay. Et dans ma passion du judiciaire, je dis que oui, il y a matière à encerclement. Parce que demain, j'irai à la Cour pénale internationale avec le dossier de Minembwe. Je n'irai pas parce que politiquement j'ai envie d'y aller. J'irai parce qu'il y a des milliers de personnes à Minembwe. J'espère qu'un jour nous irons ensemble. Bien sûr, j'aimerais bien visiter cette terre. Et nous irons ensemble et vous allez comprendre ce que ça signifie. Vous savez, quand il y a eu la manifestation des Banyamulenge à Bruxelles, il y a quelques semaines, oui, oui. J'ai été invité par eux à leur séance pour faire le point sur les actions judiciaires. Il n'y avait pas d'autres blancs. Vous étiez le seul? J'étais le seul blanc. Et je n'ai pas vu les journalistes, je n'ai pas vu les experts. Je n'ai pas vu d'hommes politiques pour les écouter. Mais dans ce millier de personnes qui étaient présentes dans cette salle, est-ce qu'on a pensé un seul instant au nombre de personnes qui avaient des membres de leur famille à Minembwe, au nombre de personnes qui avaient des membres de leur famille qui peut-être ont souffert des bombardements et étaient susceptibles de raconter des choses d'une profondeur unique? Eh bien ça, c'est le fossé sur la question judiciaire et sur la question du rapport au réel entre le monde de l'Europe et le monde de l'Afrique. Mon monde, qui m'a formé, qui m'a éduqué à comprendre, c'est le monde de l'Afrique. Et je peux vous garantir qu'à Minembwe, ce n'est pas une opération de guerre médiatique. C'est une réalité sociale de milliers de personnes qui vont témoigner.
Mais pourquoi il n'y avait que, vous venez de dire que la dernière marche que la communauté Banyamulenge avait organisée, il n'y avait qu'un seul blanc. Pourquoi, selon vous, il n'y avait que vous? Parce que vous compatissez, il n'y a que vous qui avez pitié de ce genre-là? D'abord, je n'aime pas la pitié. C'est un mot que je bannis de ma vie. Exact. Moi, je ne suis pas un homme qui travaille par pitié. Je suis un homme qui travaille sur base de la fraternité humaine et de la solidarité profonde entre les destins des êtres humains. Mais sur le plan de cela, pour moi, ça voulait dire quoi? Ça voulait dire que pour une fois qu'on avait des témoins, personne n'est venu écouter ça. Et vous aviez là un paquet de familles qui se met à leur écoute. Voilà la vraie question. Et je pense, si vous regardez l'appareil politique belge, aujourd'hui, il souffre de cette perte de connaissance de la situation. Pour pouvoir prendre position sur la situation des Banyamulenge, il faut être à l'écoute des témoignages des gens qui vivent là-bas. Pour prendre position sur la situation au Katanga. Et là, je sais qu'il y a quelques Belges vivant à Lubumbashi, vivant à Kolwezi, qui ont témoigné en faveur de la crédibilité des plaintes que j'ai déposées, et je leur en suis reconnaissant. C'est une bonne chose. Je leur en suis reconnaissant, parce qu'ils ont donné du poids au travail que nous faisions. Mais vous voyez, il faut revenir au rendez-vous du réel, du social, de la façon avec laquelle les choses se vivent au quotidien. Si on ne fait pas ce travail-là, on en arrive à avoir des visions, et alors évidemment on fantasme sur le géopolitique, le géostratégique, et plein de choses comme ça, au lieu de se mettre à l'écoute de ce qui se passe quotidiennement dans les villages. Au Congo, certains qualifient les Banyamulenge de Rwandais. Dans la foulée des accusations, vous le savez, vous êtes estampillé un pro-rwandais avec la proximité que vous avez avec le président Paul Kagame. Est-ce que toutes ces procédures ne sont pas téléguidées par le Rwanda qui est en guerre avec le président Félix Tshisekedi? Alors, j'ai déjà répondu souvent à cette question. D'abord, je trouve, tout ça me fait un peu rire. Ok. Ça me fait vraiment rire parce que est-ce que c'est une tare de dire un jour, au fond, ce que je vois au Rwanda, c'est quand même assez intéressant en termes de développement économique et social. Oui, je suis passé par là, oui, exact. Est-ce que c'est une tare pour un avocat qui voit beaucoup de choses de dire chapeau pour ce travail-là, chapeau pour le travail de lutte contre l'ethnisme qui est né, chapeau pour l'accueil que vous faites aux Congolais qui viennent au Rwanda. Donc moi, je ne vais jamais renier ma liberté de penser et ce débat sur l'amitié, je n'ai jamais tapé sur l'épaule de ce monsieur, je n'ai jamais bu un verre avec lui au bord d'une piscine. Donc il n'y a pas d'amitié au sens privé du mot. Chez moi, tout est intérêt collectif. Intérêt collectif, mais certains vont jusqu'à affirmer que le procédure que vous êtes en train d'engager servirait directement aux intérêts de Kigali. Je continue. Allez-y. Deuxième élément. Est-ce que vous croyez un quart d'instant que la communauté Banyamulenge est tout entière sous manipulation de Kigali? C'est mal connaître l'histoire. Qu'est-ce qui s'est passé en 2012 quand M. Makenga a avancé vers Goma? Les Banyamulenge n'ont pas suivi M. Makenga à l'époque, ont eu leur propre choix social et politique, et à tort ou à raison, peu importe, mais ils ont fait une route qui était distincte. Quand ils viennent me voir, les communautés qui sont là avec la diaspora Banyamulenge, qui va d'ailleurs préparer les cérémonies de Gatumba dans quelques semaines, vous pensez que tous ces gens-là sont manipulables alors que l'histoire profonde des Banyamulenge
est une histoire spécifique. Je voudrais quand même le rappeler, c'est que c'est l'histoire d'une communauté qui a tenté de renverser la royauté à Nyanza il y a plusieurs siècles et qui a échoué et qui s'est enfui. Et qui s'est enfui par d'abord Rutshuru, puis qui est redescendue vers les hauts plateaux où elle s'est installée. Il y a des décennies et des décennies, bien avant la question rwandaise avec l'importation de main-d'œuvre par le pouvoir colonial belge. Donc c'est une histoire distincte qu'il faut reconnaître. Quand les gens en Ituri font appel à moi, quelle est la personne qui me contacte? Est-ce que vous pensez que c'est M. Kagame qui dit « Oh, Bernard, il faut que tu utilises l'Ituri » ? Pas du tout. La réalité, c'est qu'il y a un évêque à Goma, qui est Monseigneur Ngabou, qui est décédé récemment, qui était un homme très sage, très soucieux des intérêts de tout le monde, qui discute avec les membres de la communauté EMA et des mutualités EMA en Ituri, à raison des massacres commis par les Codeco, et qui leur dit, il y a un avocat ici qui semble faire du travail intéressant pour les Banyamulenge, est-ce que vous ne lui parleriez pas? Et le monsieur qui vient me consulter avec un avocat de Bunia, est-ce que vous pensez qu'il a même connaissance de qui est M. Kagame? Honnêtement, quel est son lien? Et moi, je prends cette défense. Pourquoi? Je prends cette défense parce que ce qui se passe en Ituri est inimaginable. J'ai reçu... Avec les ADF. Avec les ADF et les milices Codeco. J'ai lancé combien d'appels pour être aidé sur le dossier? Jamais je n'ai obtenu de réponse. Et selon vous, pourquoi il n'y a pas de réponse sur ces dossiers-là? Parce que M. Luboya, qui a des liens privilégiés avec M. Tshisekedi, a fermé complètement toutes les portes pour reconnaître qu'il fallait protéger structurellement la communauté EMA en ce moment-ci. Je ne parle pas d'il y a 20 ans, parce qu'il y a eu d'autres conflits, mais aujourd'hui, les gens qui sont victimes, ce sont des EMA, et sont victimes parce que M. Luboya a organisé la fraternisation entre les Codeco et les FARDC. J'ai des vidéos qui montrent cette fraternisation que mes amis m'ont envoyé pour le déposer à la Cour pénale internationale. Et donc, quand je dis qu'il y aura une stratégie d'encerclement, ce n'est pas une stratégie politique, c'est une stratégie judiciaire, parce qu'hormis le Katanga, il y a la crise de Minembwe, il y a la crise des FDLR, il y a la crise de l'Ituri. Et si l'on veut retrouver une solution pacifiée où les gens vivent, il faut restaurer l'État et il faut faire rendre justice à ceux qui commettent ces crimes. Et derrière cette question se pose une question que mes amis katangais ont eu le courage de poser et qui me dépasse, qui est de dire, à un moment donné, à ce niveau-là, avec cette amplitude-là, ce n'est pas possible que le sommet de l'État ne soutienne pas ce genre de situation, d'où la plainte contre M. Tshisekedi et les plaintes qui vont venir. Donc, comment en Ituri, là où il se passe de crimes odieux, où ils n'arrivent pas aussi à faire ce que le Katangais vient de faire, selon vous, parce qu'ils vivent sous la pression, sous la peur, sous l'intimidation, pourquoi on n'a pas ce genre de plainte pour ceux qui sont en Ituri? Nous avons transmis déjà énormément de dossiers à la Cour pénale internationale. La Cour pénale internationale, j'ai un regard très lucide sur cette institution. C'est une institution supranationale qui a été une première étape pour faire respecter les droits fondamentaux des êtres humains, qui malheureusement a un vécu très chargé parce qu'elle est liée dans son fonctionnement aux moyens financiers mis à sa disposition, elle est liée dans son fonctionnement à la pression des États membres, elle est liée
dans son fonctionnement à sa difficulté de vraiment rencontrer ce qui se passe en Afrique. Mais c'est un outil. C'est un outil qui existe, et comme avocat, je ne peux pas nier son existence. Et d'autre part, j'ai constaté que ceux qui font vraiment beaucoup de mal commencent à prendre peur quand on agite la Cour pénale internationale. Donc pour nous qui portons la voix des sans-voix, qui portons la voix des gens qui sont victimes de tout cela, il y a un intérêt juridique à amener des dénonciations à la Cour pénale internationale. Mais c'est encore elle qui, par la suite, gère tout ça. Il commence à avoir peur quand vous agitez la porte de la Cour pénale internationale. You, as a lawyer, as a big lawyer, rompu aux procédures internationales. Comment évaluez-vous le chance que cette plainte franchisse les différentes étapes des recevabilités et donne lieu à une véritable enquête de la CPI? Alors, permettez-moi de revenir à ce débat parce que j'ai déjà l'expérience de la Cour pénale internationale, puisque moi, j'ai déposé plainte avec un ami avocat et un collectif d'avocats pour la répression de la jeunesse au Burundi, des citoyens qui manifestaient au Burundi en 2015 contre le renouvellement du troisième mandat qui était en violation des accords d'Arusha et de la Constitution. Nous avons documenté la CPI. La CPI a fait des enquêtes approfondies. Nous avons été félicités pour la qualité du travail que nous avons fait. J'ai une amertume ou un reproche. Je l'ai d'ailleurs dit au bureau du procureur. C'est que je constate que concernant certaines affaires très médiatisées à l'international, je pense à l'Ukraine et à Israël, on voit que les mandats sont rendus publics, alors que pour un pays comme le Burundi, qui est un pays martyr, où la population souffre de la situation actuelle, les autorités n'ont pas fait part publiquement de leurs accusations éventuelles. Et donc je trouve que ça me pose problème. Mais dans le dossier burundais, comme dans le dossier congolais, les crimes sont imprescriptibles. On constitue les pièces incontournables du dossier futur. 2, grâce à cela, s'il y a une évolution politique au Burundi ou au Congo, on pourra avoir un pouvoir judiciaire congolais ou un pouvoir judiciaire burundais qui décide de s'approprier les résultats de l'enquête et de poursuivre localement. 3, à supposer que le temps passe et que les choses n'avancent pas, la CPI pourra toujours, à un moment donné, prendre l'initiative de lancer un mandat d'arrêt international. Donc, en tout cela, oui, c'est dur, oui, c'est un long combat. Mais alors, laissez-moi ajouter quelque chose. Vous savez, j'ai beaucoup réfléchi à la situation que je vivais dans la région des Grands Lacs, en Afrique, etc. Et moi, je me suis rendu en Afrique du Sud, j'ai rencontré des représentants de l'ANC, et j'étais très marqué, mais très marqué, quand ils m'ont raconté qu'au fond, Mandela n'est que la pointe immergée de l'iceberg de la lutte pour la justice. Avant Mandela, pendant des décennies, vous avez des centaines, des milliers de personnes qui ont soit sacrifié leur vie, soit sacrifié leur liberté, soit sacrifié leur temps, soit sacrifié leur argent pour que la discrimination raciale de l'apartheid prenne fin. Ce combat-là est un long combat, mais il aboutit à un moment donné. Eh bien, nous sommes, pour moi, c'est ma conviction profonde, dans le combat que nous menons aujourd'hui, au Katanga, à Minembwe, en Ituri, au Burundi,
dans une logique similaire. C'est-à-dire que derrière ça se trouve un réseau de valeurs qui épouse plus profondément l'attente des populations que le réseau de valeurs perverties qui sont en réalité celles de ces gens au pouvoir qui vont contre même l'état de droit qu'ils ont proclamé. Et c'est pour ça que ce combat-là, il n'est pas inutile. Et que c'est une montée d'espérance sur le long terme avec des combattants. Et tous les jours, croyez-moi, tous les jours, j'ai des gens qui m'appellent et qui m'amènent des informations, qui me disent « Tenez bon, on est avec vous ». Merci beaucoup, Maître Menga. Parlons aussi de l'affaire Ngoï Mulonda, parce que vous avez aussi également parlé de ça dans votre conférence de presse. Vous avez dit avoir déposé une dénonciation auprès de la justice belge dans l'affaire Pasteur Ngoï Mulonda. De quoi s'agit-il? Alors, c'est un exemple, mais vraiment intéressant. Voilà un homme qui obtient un statut de réfugié protégé internationalement en Zambie, qui réside en Zambie. Et voilà des caciques du système de Kinshasa, du gouvernement de Tshisekedi, qui parviennent à trouver des complicités en Zambie, parce que, évidemment, ce qui va se passer se fait en violation totale de l'état de droit zambien, pour arrêter le pasteur, l'emprisonner et l'enlever, le déporter, d'abord au Katanga, mais très vite à Kinshasa. In your last conference, press conference, Maître, vous avez aussi, la last conference, vous avez dit que vous avez eu un contact direct avec un membre de sa famille. Avec son épouse et sa nièce. Son épouse, c'était son épouse et sa nièce. Oui. Et aujourd'hui, vous disposez donc des informations fiables sur la situation de Ngoï Mulonda. Non. Pourquoi? Est-ce que vous savez que depuis 2024, hormis un contact épisodique, on n'a plus aucune nouvelle. Donc on ne sait pas s'il est vivant, s'il est mort. On ne sait pas. Et qu'est-ce que sa femme vous a dit, sa fille? Exactement l'information que je vous donne ici. Et est-ce que vous êtes consciente que, ici encore, cette situation-là concerne un homme où, grâce à cette femme qui vit maintenant à l'extérieur et qui est courageuse et qui soutient nos démarches, et grâce à sa famille, nous pouvons clamer cette réalité. Mais qu'il y a d'autres hommes et femmes qui vivent le même sort. Est-ce que vous avez pensé aux disparitions qui sont intervenues dans le régime actuel? Et ça ne vous rappelle rien? Les folles de la place de Mai en Argentine. Ces femmes qui criaient et qui manifestaient en tournant autour d'une place avec un foulard, et pour dire où sont nos enfants. Ces enfants, on les avait jetés, vous vous rappelez, à la mer. Ici, la question que nous posons, où est le pasteur? Où est le pasteur? Mais pourquoi avoir saisi la justice belge dans ces dossiers? Parce que, quels sont les éléments? Parce que la famille m'a dit que la personne clé qui dirigeait à l'époque la DEMIAP est M. Ndewel, qui a la binationalité belge et congolaise. Et donc, il a une responsabilité pénale au regard du droit belge. Il lui appartient de rendre des comptes puisque tous ces faits se sont passés alors qu'il dirigeait ses services. Il n'est pas imaginable qu'il ne sache pas ce qu'est devenu le pasteur. Et lui-même est en prison, le fameux Ndewel. Alors, lui-même, c'est la caractéristique des systèmes comme ceux qu'on voit actuellement à Kinshasa, c'est que à un moment donné, c'est ce que je vous ai dit, on va finir par dire Ndewel cachait tout au président. Il n'a jamais été au courant, de toute façon. Et on revient à votre première question.
Est-ce qu'ils savaient, est-ce qu'ils ne savaient pas? Mais vous ne traversez pas à la tête d'un État 6 années sans savoir qu'on massacre avec les Codeco les communautés Emma, sans savoir qu'on bombarde à Minembwe, sans savoir que les FDLR reçoivent des armes et ont reçu une instruction dont le thème était « tuer tous les Tutsis », sans savoir qu'au Katanga, vous avez une population qui crève face à des prédateurs et qui, chaque fois qu'elle dit un mot pour dire « il faut arrêter ça, il faut faire évoluer le système », se fait réprimer. Vous ne pouvez pas dire « je ne savais pas ». Malheureusement. Maître, mais quelles sont désormais, selon vous, vos attentes vis-à-vis de la justice belge? Espérez-vous l'ouverture d'une enquête ou mise en œuvre d'autres actes d'investigation dans ce dossier? Alors, je suis très prudent pour ne pas déflorer ce que le parquet fédéral veut faire ou va faire. Ce que je peux vous dire, c'est que ma conviction jusqu'à présent, je dis bien jusqu'à présent parce que je suis un homme prudent, mais ma conviction jusqu'à présent, c'est que le parquet fédéral, avec la direction qu'il a actuellement, est inoxydable. C'est un parquet solide. Il ne va pas me faire de cadeaux, aucun. Mais il ne va pas faire de cadeaux parce que des hommes ont du pouvoir. Il va essayer de voir la vérité à charge et à décharge. Et je ne réclame rien d'autre, moi comme avocat. Je ne demande pas qu'on me donne gain de cause nécessairement. Je demande simplement aujourd'hui que sur les dossiers où il y a tous ces éléments indiciaires, il y a quand même une caractéristique à cette situation. C'est que nous sommes dans un pays qui s'est toujours prévalu de ses liens très étroits avec le Congo, où énormément de personnes d'origine congolaise, et j'en suis le plus heureux des hommes, ont la nationalité belge. Je le suis très heureux parce que ça correspond à ma philosophie politique, là je fais un peu de politique, de croire à la vertu des sociétés modernes où la nationalité n'est pas une question de sang pur ou impur. La nationalité, c'est quelque chose qui s'acquiert dans un état de droit, et si on a les conditions d'acquisition, on doit pouvoir exercer pleinement les droits et prérogatives d'un citoyen. Et dans ce contexte-là, si une personne a obtenu une nationalité, elle doit en avoir, je dirais, la fierté. Et je crois que si cette société belge prétend être un état de droit, elle doit oser dire à ceux qui, de nationalité belge, vont commettre des infractions graves au Congo, vous avez une responsabilité. Il n'y a aucune raison de fermer les yeux sur des pratiques de corruption. Vous savez, j'ai rencontré un jour un avocat. Je vais vous donner un exemple. Je rencontre un jour un avocat inscrit au barreau de Bruxelles. Et il me dit, à Kinshasa, dans un grand hôtel, qui porte ce nom d'ailleurs, il me dit, tu sais Bernard, si tu as un problème avec des créances impayées, j'ai le filon, j'ai le réseau, avec moi, on peut obtenir le paiement de la créance, mais évidemment, il faut laisser les commissions. Un avocat. Et quelle était votre réaction? Vous étiez choqué, scandalisé. Un avocat blanc, bien sûr. Un beau blanc. C'est une précision détail. Hein, mais qu'il soit noir ou blanc, je m'en fous. Non, mais la corruption. Qu'on comprenne quand même que la corruption n'est pas seulement congolaise. Mais évidemment non. Évidemment non. Évidemment non. Et j'étais fâché. J'étais fâché. Je disais, c'est quoi ça? Et je me souviendrai toute ma vie qu'un quelqu'un de très très élevé dans la société rwandaise, qui n'était pas M. Kagame, est venu me voir et m'a dit, Bernard, you have to be patient.
we are going to fight against corruption. And what you suggest, we are on the same way. Eh bien, At least today they did, then they keep fighting. We can see the results. Exactement. Et ça, pour moi, c'était une clé. Et chaque fois qu'il y avait un homme d'affaires qui arrive, on lui disait, n'entrez pas dans les processus de corruption. Les premières personnes qui ont été poursuivies, c'est des hommes les plus proches du dirigeant du pays. Alors, je me tourne maintenant vers vous en disant, est-ce qu'on va faire la même chose avec ces Belges qui entourent M. Tshisekedi et tous ces Belges qui pensent qu'ils sont bien à rentrer dans des pratiques, qui dirigent des banques, qui permettent des pratiques irrégulières, qui dirigent... Ils s'enrichissent, comment ils vont... C'est leur addiction. Mais vous savez, l'enrichissement, je vais vous raconter encore une autre anecdote. Allez-y rapidement, Maître Menga. Quand j'étais un jour dans un avion vers Kampala. J'étais assis à côté d'un avocat américain. Et il me dit, where are you working mainly? In Great Lakes region, we discuss quietly. Et puis il me dit, and what are you doing as a lawyer here? Je n'allais pas lui expliquer que je travaillais avec tous ces mouvements révolutionnaires, etc., avec tout ce monde-là. Et puis il me regarde et, pensant à un courant de sympathie avec lui, il me dit, you know, here, human rights, it's a very good business for us. Very good business. Really? It's really what I have heard. So what kind of business that human rights is doing in those kind of... Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a des humains dont le seul clic, quand ils arrivent en Afrique, que ce soit à Kinshasa ou dans la région des Grands Lacs, reste le revenu financier. Eh bien, ces gens-là, c'est pas mon monde, et je vais vous dire même plus, si je peux lutter contre eux, je lutterai, parce que la corruption est une plaie sans nom. Et ici, en Europe, en Belgique en particulier, mais aussi en France, ceux qui ont une tolérance, soi-disant pour raisons géopolitiques, sont des criminels par rapport aux populations africaines. On ne peut pas permettre ça. Et le point de départ pour arrêter ça, ne l'oubliez jamais, c'est un pouvoir solide en Afrique. Parce que seul un pouvoir comptable devant sa population pourra arrêter ces gens-là. Pour le surplus, j'espère un minimum de dignité des autorités judiciaires belges qui se rendent compte de l'enjeu de la plainte que nous avons déposée. Merci beaucoup, Maître Menga. Nous allons terminer sur ces dossiers Banyamulenge que vous aimez bien. Vous avez affirmé que les Banyamulenge sont de victimes particulièrement des graves crimes dans le haut plateau du Sud Kivu. Sur quel encore? Je reviens sur la même question. Sur quel élément fondez-vous cette qualification? Même ce sont des qualifications graves. Écoutez, je vais vous dire que je suis la situation de la communauté Banyamulenge depuis 2017-2018. D'abord, petite histoire. Quand j'ai été consulté, j'étais très prudent. Comme avocat, notre premier réflexe, c'est d'être des gens prudents. Et donc la première chose que j'ai faite, c'est essayer de convaincre les membres de la communauté qu'il fallait travailler sur un dialogue apaisant avec les communautés locales. Et nous avons fait ce travail de dialogue et j'ai été à Kinshasa. Et j'ai eu un rendez-vous notamment avec François Beya à l'époque. Et François Beya était très, très sensible à la démarche qui avait été entreprise. C'était quelle démarche? Qui consistait à dire travaillons à l'apaisement, c'est-à-dire mettons en place un travail à la fois sécuritaire pour affaiblir à long terme tous les groupes de rébellion, qui étaient des petits groupes de rébellion encore pendant cette période. Même les FDLR avaient moins de puissance qu'aujourd'hui. Et puis, par la suite, et dans le même temps, travaillons au dialogue intracommunautaire.
Et avec les Babembe, avec les Bafulero, avec les Bashi, et créons là des solutions concrètes et locales, et ne créons pas des solutions toutes faites dans des grandes boîtes des Nations Unies, mais sur le terrain avec les populations. Il était très, très sensible à ça. Et j'espérais que ça puisse se faire. Quel est le moment décisif dont personne ne parle et qui pourtant est un élément essentiel pour comprendre la crise à l'Est? C'est l'arrestation de François Béat. Parce que l'arrestation de François Béat correspond à une révolution de palais à l'intérieur du système du gouvernement congolais, où les gens qui étaient plutôt dans une logique de permanence de l'État et dans une logique d'indépendance je dirais, de l'État profond par rapport aux politiques, eh bien, ces gens-là ont été précarisés, neutralisés et sont montés en puissance, les frères, les amis, tout ce groupe qui n'avait plus en tête le bien collectif et qui avait en tête un bien individuel. Et donc ça a été le moment où ça a basculé et où c'est aussi le moment où le discours anti-Banyamulenge, qui avait des origines historiques, qui est né durant la conférence nationale souveraine, enfin, je ne vais pas vous rappeler ici toute l'histoire, ce discours-là a connu une ampleur, une amplitude, et vous avez assisté à partir de ce moment-là à des attaques ciblées, répétitives et construites contre les Banyamulenge. Et posez-vous la question, combien de Banyamulenge vivaient sur les hauts plateaux il y a 20-30 ans et combien vivent sur les hauts plateaux aujourd'hui? Si ça, ce n'est pas de l'épuration ethnique, je ne sais pas ce que c'est. Vous parlez d'épuration ethnique et ce sont quand même des accusations très graves. Mais revenons d'abord sur ces dossiers de François Béat. Donc, selon vous, si François Béat était encore aux affaires, les choses auraient marché autrement? Je pense que l'arrestation de M. Béat est le moment de la révolution de palais en interne dans l'appareil congolais. C'est le moment où s'effondre la possibilité d'avoir un autre critère que le critère de l'intérêt individuel. Et posez-vous la question des dossiers qui ont justifié son arrestation. Quels sont les dossiers qui ont justifié son arrestation selon vous? Ben, c'est une enquête qu'il a menée. Peut-être il y a d'autres dossiers que nous ne savons pas. You, as a big lawyer, maybe you know something. Vous voulez nous révéler ce soir? I am not a big lawyer. Of course you are. After 40 years in the business, peut-être vous avez quelque chose que vous voulez nous révéler que nous ne connaissons pas. Je pense que François Béat, à l'époque, menait un travail très ingrat contre beaucoup de forces. Et ce travail très ingrat visait à chaque fois informer l'autorité de l'État, ce qui est la mission première du patron d'un service de sécurité, l'autorité de l'État, de tout ce qui se passait, y compris qui puisse concerner la Première Dame, la mère de la Première Dame et la famille du président. Du président Tshisekedi. Parce que vous parlez d'une épuration ethnique de Banyamulenge, envisagez-vous de saisir la Cour pénale internationale? Si oui, à quel stade se trouve votre réflexion ou votre travail juridique? Il est très avancé. OK. Et je vais là aussi vous annoncer quelque chose. J'ai une équipe aujourd'hui qui est présente à Minembwe, qui procède à la collecte de tous les éléments de preuve, de tous les témoignages, de toutes les procurations. Et nous allons déposer ça dans les semaines qui viennent à la CPI. Dans les semaines qui viennent à la CPI, maître, mais pourquoi avoir déposé en priorité la plainte concernant le président Félix Tshisekedi plutôt que de porter simultanément le dossier relatif au Banyamulenge devant la CPI? Parce que je voulais rassembler les preuves concernant Minembwe. Okay. Et je dois dire la vérité. C'est un peu triste, mais c'est comme ça. Allez-y. Nous n'avions pas accès au plateau, alors que la population nous contactait pour nous dire nous sommes dans une situation grave. Nous n'avions pas accès au plateau pendant les bombardements et pendant les attaques qui ont été faites.
Et aujourd'hui, nous avons pu négocier un accès de nos équipes au haut plateau et nous l'avons négocié avec la FCM 23. Oui, maintenant que la FCM 23 contrôle aujourd'hui une partie des Minembwe, dont vous avez l'accès. Ce qui est quand même dramatique. Vous êtes d'accord avec moi? Donc, est-ce qu'il est normal qu'une équipe d'enquête qui a travaillé et qui n'a pas à se mêler de la FCM 23 ou du gouvernement congolais, mais qui doit, au fond, travailler pour la population civile, pour les victimes, enregistrer ce qui se passe, doivent attendre la prise de contrôle de Minembwe pour envoyer ses équipes et mener des enquêtes calmement avec la population. Et vous allez voir quelque chose, je vais mettre au défi ceux qui disent qu'il y a des manipulations, de venir contre les témoignages qui sont en train d'être recueillis. Parce que j'en ai déjà l'écho, et je peux vous dire que c'est très grave ce qui s'est passé à Minembwe. Et qu'est-ce que vos correspondants vous disent maintenant que la FCM 23 a pris le contrôle des Minembwe sur la situation sécuritaire humanitaire dans cette région? Mais, que les choses sont revenues au calme. J'ai l'impression de vivre ce que les Tutsis en 1994 ont vécu pendant le génocide. Vous savez que pendant le génocide, les Tutsis ont toujours dit que les seuls qui les ont vraiment libérés et sécurisés, c'était les troupes du FPR. Eh bien, aujourd'hui, les communautés qui sont là-bas me disent les seuls qui nous ont vraiment libérés et sauvés, d'ailleurs, on a des vidéos des fêtes qui ont été menées sur place, c'est ces gens-là de la FCM 23. Alors, un fait est plus fort que n'importe quelle parole d'homme politique. Si les gens dorment tranquillement le soir, s'ils peuvent retourner au champ, s'ils peuvent avoir un bétail qui n'est pas tué et qu'ils ont une sécurité, il faut avoir l'humilité de le reconnaître. Exactement. Mais maître, on termine sur cette question. Au-delà de procédures judiciaires, quelles mesures concrètes la communauté internationale devrait-elle prendre, selon vous, pour protéger la population civile concernée de Minembwe, pour que ces choses ne se répètent plus? Je peux d'abord vous dire une première chose. Est-ce que vous pensez que c'est la question que se pose la communauté internationale? C'est quoi la communauté internationale? La communauté internationale, c'est un rassemblement d'intérêts dans des centres de décision politique qui s'appellent les Nations Unies, qui s'appellent l'Union européenne. Parfois, ça prend en compte l'intérêt des populations, parfois, ça prend en compte des tas d'autres contraintes. Donc, n'ayons pas une vision angélique du mot communauté internationale. C'est une force dans le rapport de force mondiale. Tant que les peuples ne sont pas unis, cette force-là, elle s'approprie finalement le destin des autres peuples. Donc moi, personnellement, je ne fais pas le pari de la communauté internationale. Et je vais vous dire, le nombre d'appels que j'ai lancés à la directrice de la MONUSCO, aux Nations Unies, dont on m'a accusé réception avec un large sourire. Mais finalement, quels sont les intérêts que ces gens servent? Quels sont les intérêts qui servent? Ma conviction, c'est que leurs intérêts ne sont pas ceux que je sers. Ceux que je sers, là, au fond de mes tripes et de mon cœur, puisque vous parlez politique, mais ce n'est pas politique. Ce que je sers, c'est simplement les droits fondamentaux de chaque être humain qui vit sur cette terre. Et il se fait que le destin, moi qui n'avais pas de famille coloniale, rien du tout, m'a mis dans la région des Grands Lacs. Mon intérêt pour chaque habitant de cette région est 100 fois plus fort que vous pouvez imaginer. Et derrière cet intérêt, je pense que
ce destin des populations heurte de front les discussions de la communauté internationale. Je prends la Belgique. Quand on me dit un jour aux affaires étrangères, une des raisons pour lesquelles nous pouvons encore exister en politique internationale, c'est notre expertise sur le Congo. Ben, est-ce que ça intéresse les populations congolaises que la Belgique fasse valoir son expertise sur le Congo sur la scène internationale? Quand on me dit en France, notre intérêt, c'est qu'il y ait 23 États francophones d'Afrique qui votent comme nous dans les instances internationales. Est-ce que c'est l'intérêt du peuple et de son destin? Quand on nous dit aujourd'hui que le Congo, avec toutes ses richesses, représente un intérêt géopolitique mondial entre l'empire américain et l'empire chinois. Et la population congolaise, où est-ce qu'elle est là-dedans? Ce qui ne veut pas dire qu'à un moment donné, il ne faut pas passer des accords internationaux. Mais donc, moi, dans ma position, je ne suis pas là pour mendier auprès de la communauté internationale. Même pas la justice. Parce que la justice, c'est un droit. Je crois qu'on va inverser l'ordre des choses chaque fois qu'un État en Afrique prend son destin en main et participe à la construction de son État de droit, à la construction de sa dignité. Et qu'à cette voie-là, cette petite voie d'un État qui reprend force, va s'exprimer dans la communauté internationale, parce que à ce moment-là, la communauté internationale sera obligée de prendre en compte toutes ces voix. C'est ça l'enjeu. Et cet enjeu-là, vous voyez, ça impliquerait, par exemple, pourquoi je reste tellement attaché au Congo et tellement attaché au Rwanda. C'est que je crois profondément que le destin de l'Afrique passe par les retrouvailles de ces deux-là. Merci beaucoup. Thank you very much, Maître, for being with us. Thanks. Merci aussi à vous, chers téléspectateurs, de nous avoir suivis et à bientôt. Au revoir.